On peut avoir plusieurs types de personnalités en fonction de l'état de notre système nerveux et de notre énergie. Parce Hello, hello! Bienvenue sur la chaîne de Gigi Bulle où on pénètre dans le monde des métiers. Eh bien, j'ai une petite question avant de commencer pour vous. Est-ce que vous savez c'est quoi la régulation du système nerveux? Eh bien, dites-le moi en commentaire si vous avez une petite idée de qu'est-ce qu'il y en est avant que la vidéo commence. Moi, j'en avais fuck all l'idée de qu'est-ce qu'il en était la régulation du système nerveux. Je savais pas tout de quoi on parlait là-dedans. Eh bien, c'est avec Tess, c'est dans cette vidéo-là que vous allez tout savoir. Avec Tess, qui est une ancienne pharmacienne, qui a changé de carrière, qui depuis quelques années a changé ça pour être coach en régulation du système nerveux. Eh bien, je vous laisse avec Tess, qui nous explique tous les dessous de son métier. Bonne écoute! Est-ce que tu peux me parler de ton parcours? Parce que j'aime toujours ça, savoir d'où est-ce que tu pars pour être rendu où est-ce que tu es c'est une rendu. question très intéressante parce que la plupart des gens, je pense, c'est à travers leur profession, si ce n'est pas à travers les relations, qui découvrent qui ils sont réellement. En tout cas, moi, c'est ce qui est arrivé dans ma vie. J'ai toujours été une fille très bonne à l'école, très cérébrale, cartésienne, académique. Il y avait le côté intuitif qui était un petit peu refoulé, mais j'étais très brillante à l'école sans vouloir me jeter des fleurs qui m'a d'ailleurs emmené beaucoup de problèmes personnels. Donc, le genre de nerd que personne forcément aime vraiment parce que j'étais très brillante et ça me passionnait. Donc, j'étais très bonne à l'école. Donc, ça a drivé ma vie pendant longtemps. Cette injonction de soit parfaite, soit exemplaire, donc pour gagner notamment l'approbation de mon père. Donc, comme j'étais brillante à l'école, je finis en Algérie. En Algérie, quand on est très bon à l'école, c'est soit on fait tout ce qui est médecine, pharmacie, donc les professions de la santé, ou avocat et école d'administration, plus école d'administration. Donc, j'ai fait pharmacie. Mon père voulait faire médecine. Moi, j'ai fait pharmacie. Et donc, j'ai toujours été pharmacienne depuis l'âge de 22 ans jusqu'à maintenant, en fait. Je suis pharmacienne. En faisant ce parcours-là, avec le parcours d'émigration que je vais expliquer dans quelques instants, c'est ça qui m'a emmenée à découvrir qu'était la vraie Tess, pas juste Tess qui performe et Tess qui fait, mais Tess qui est l'être humain en moi. J'étudie la pharmacie, je suis pharmacienne, je travaille en pharmacie, puis je travaille dans l'industrie pharmaceutique comme représentante médicale pour un grand laboratoire de renommée qui est très connu au Canada, GSK en français. Puis, je voulais partir, je voulais quitter l'Algérie, je voulais traverser la Méditerranée, aller de l'autre côté pour découvrir aussi, bon, je ne le savais pas inconsciemment, mais comme s'il y avait une envie de voler, une envie de prendre son envol et sortir du cocon familial. Je pars en France. J'arrive à Lyon, où ma sœur était déjà là. Et je travaille pour un grand laboratoire aussi français qui est Sanofi Pasteur dans le marketing pharmaceutique. Et puis je me rends compte que rapidement fait le tour. Oui, la France c'est bien, mais ça ne me transcende pas. Et en même temps, je ne voulais pas rentrer en Algérie. Et là, le Canada m'ouvre ses portes à travers un ami qui me montre la démarche à faire pour arriver sur le sol canadien alors que j'ai jamais mis les pieds sur le sol canadien. Mais je sentais l'appel de la nouveauté, de l'aventure. Et là, je débarque au Québec, je foule le sol québécois. Et là, je reprends mes études en pharmacie. Donc, je refais mes équivalences en pharmacie. Et je me rends compte que l'Amérique du Nord, c'est pas la France. Oui, on parle français et c'est cool. C'est pour ça que j'ai voulu partir au Québec. Il y a l'amour de la langue française qui m'a aussi interpellée. Et j'arrive et je me rends compte que waouh, c'est pas la Méditerranée là, c'est pas le rythme de vie nord-africain ni français. Et pendant mes études en pharmacie, je me rends compte que je vivais un mal-être. Donc le perfectionnisme qui reprend en surface, la compétition et qui était alimenté par les conditions de vie nord-américaines, le stress tout simplement, le stress. Conditions de vie nord-américaines, c'est le stress au fait.
le stress, le froid, l'isolement, loin de sa famille et tout. Donc, tout ça a fait en sorte que le malaise qui était déjà à l'intérieur, parce que le malaise ne venait pas juste du fait d'être sur le sol canadien, ça venait de mes anciens, de mon conditionnement, de mes traumas, de ma façon de voir les choses. Donc, ça a fait exploser au fait en surface mon anxiété. Donc, j'arrive chez le médecin. Et il me dit, oui, effectivement, anxiété de performance, un peu de cyclothymie parce que je déprimais des fois j'étais trop hyperactive. Une petite cyclothymie, c'est une variation d'humeur, en fait, plus ou moins grave. Et là, je lui dis, là, c'était le premier jour du reste de ma vie. Je mets des mots sur des mots. M-O-T, M-A-U-X, tu vois? Et je me dis, ah ouais, d'accord, je comprends. Et là, je sors, je remercie le médecin et je lui dis, et ça, c'est ma décision, c'est pas pour encourager les gens à pas prendre de médicaments. C'est que je lui ai dit, j'ai pas besoin de ça, je vais trouver qu'est-ce qui a causé ça. Si j'ai pu me rendre malade, il va y avoir une façon de s'en sortir sans forcément prendre des médicaments. Encore une fois, c'est pas pour que les gens arrêtent de prendre leurs médicaments, mais c'était ma prise de décision à ce moment-là. Je commence mon cheminement de guérison et moi, j'ai fait les choses à l'envers. J'ai commencé par le cognitif. J'ai commencé par la méditation qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Donc, j'ai commencé à comprendre ma façon de voir les choses, mes pensées anxiogènes. Ça m'a beaucoup aidée, notamment la méditation de pleine conscience avec les travaux de docteur Jean Kabat-Zinn, un biologiste américain qui a laïcisé les pratiques bouddhistes de la pleine conscience, et aussi les travaux de Christophe André en France, un psychiatre français. Donc, je vois et je me dis, waouh, mais ça fonctionne, c'est super, tout le monde devrait le savoir. Donc, ça, c'était la première idée qui a fait qui je suis aujourd'hui dans ma nouvelle profession, ma nouvelle passion, profession, business, appelle-le comme tu le veux. Donc, je commence avec la méditation, je travaille en même temps comme pharmacienne, ça va bien, mais pas vraiment. Il y a toujours il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas forcément parti, le petit vide à l'intérieur de soi. Mais ça va, je suis fonctionnelle, j'ai toujours été fonctionnelle. Là, je découvre le yoga. Le yoga me ramène une autre dimension, la dimension somatique, corporelle. Donc, je me reconnecte à mon corps. Et je me dis, waouh, c'est super. Donc, ça me calme davantage, ça m'aide davantage à être énergisée, revigorée. Et là, je me dis, mais tout le monde devrait le savoir, surtout les gens qui prennent beaucoup de médicaments, ça devrait les aider, peut-être compléter leur thérapie. Et là, les idées commencent à germer. Comment aider plus de gens? Comment aider surtout les femmes, puisque je suis une femme et je suis interpellée par la condition de la femme avec toutes les injonctions sociétales, patriarcales, etc. Et je me forme à la mindfulness, je me forme au yoga. Mais je me forme, mais je suis toujours dans la performance. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Donc, je me disais, c'est cool, c'est bien, mais il y a toujours ce côté faire qui l'emporte sur l'être. Tu vois? Je pars vivre dans un ashram, une communauté spirituelle aux Bahamas. Et ma pratique de méditation et de yoga s'améliore. Je saisis davantage le fonctionnement du corps avec toutes les asanas et tout, la spiritualité. Mais ça reste en surface. Donc, je plonge pas dans mes parties que je ne veux pas voir. La partie, ce qu'on appelle le shadow work, la partie qui fait peur, au fait, qui fait peur à tout le monde. Donc, tout le monde, oui, je pense que tout le monde fuit certaines émotions inconfortables avec des comportements. Donc, moi, au lieu que ça soit des comportements malsains, j'avais pas trop de comportements malsains, heureusement. Je n'étais pas addict à l'alcool, ni aux drogues, ni peut-être des relations toxiques un petit peu. J'étais addict au travail, très addict au travail, la reconnaissance sociale, aux compétitions. Donc, je remplace ça par la méditation ou le yoga. C'est bien, c'est une première étape, mais elle n'est pas complète. Donc, j'étais un peu dans ce qu'on appelle le bypassing spirituel. Je rentre du Bahamas et c'est la pandémie. Donc, je commence ma chaîne YouTube. Je me dis, non, il faut que les gens sachent que la méditation et le yoga, c'est des super outils, etc. Et je découvre le coaching. Je me suis dit, c'est avec le coaching que je peux atteindre plus de mon... Tu vois, c'est là que ça commence à vraiment... Je pense que c'est tout le cheminement, mais c'est le coaching aussi, c'est une clé tournante, en fait. Je commence le coaching et je découvre encore plus mes croyances limitantes, mes injonctions, mes drivers, mes programmations. Et je me rends compte intellectuellement que je vivais ma vie en mode survie. C'est que, oui, j'étais en sécurité physique, mais psychologiquement, émotionnellement, je ne me sentais jamais en sécurité, au fait. C'est que je devais faire certaines choses pour
pour avoir l'illusion d'être bien aimé, ne pas être rejeté, etc. Pour me sentir, et je devais avoir des conditions pour me sentir bien à l'intérieur de moi. Je ne le savais pas, donc je le découvre avec le coaching. Donc ça va mieux. Je commence à parler de mon travail en même temps que je faisais la pharmacie. Mais il y a toujours ce petit truc que j'ai pas encore mis le doigt dessus. Tu vois, si tu t'approches, mais c'est pas encore fini. Je sais pas si tu arrives un peu à visualiser. Et ce n'est en vivant une expérience un peu douloureuse au Mexique en 2021 que je découvre que j'avais des traumas, en fait. Que j'avais, je pense que tout être humain, on a tous des petits et grands traumas. Moi, j'avais des traumas qui m'empêchaient au fait d'être en sécurité dans mon corps, comme si une partie de moi vivait encore dans le passé. Donc, une partie de moi manquait. En termes de régulation du système nerveux, on parle du mode survie, des émotions bloquées. Et en spiritualité, on appelle ça une fragmentation de l'âme. Donc, peu importe les croyances, la science ne fait que confirmer les vieilles croyances spirituelles ou pratiques spirituelles. Donc, je comprends et je commence à travailler sur moi. Donc, c'est dur parce que tu t'assois avec des choses que tu veux pas voir, des émotions inconfortables, la honte, le rejet, la culpabilité. Et c'est là que ma vie commençait vraiment à se transformer parce que j'intégrais les parties en moi qui n'étaient pas intégrées, notamment grâce à la régulation du système nerveux, qui est un super outil, qui est juste de la pleine conscience appliquée. Et c'est là que je sens que je suis en train de récupérer toutes les parties en moi qui ont été peut-être pas intégrées à cause d'événements passés. Et je commence à comprendre vraiment tous les outils avant que je faisais, mais qui étaient plus mental que somatique, que physiologique. Vraiment, ma vie se transforme. Je te dis pas que c'est bon, je suis Bouddha, que je suis pas trigger et que tout va bien, mais je prends moins de temps à rester dans des états négatifs. J'ai des outils qui m'aident à facilement rebondir ou rebondir vite, pas forcément facilement. Et voilà, donc c'est ça mon parcours professionnel de la pharmacie, un monde très chimique, cartésien, très analytique, un peu de spiritualité, intuition, coaching très mental, très cognitif, régulation du système nerveux très somatique. Au fait, c'est des outils, tous ces outils-là font en sorte qu'aujourd'hui, je fais quelque chose que j'aime. Oui, puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Exactement. Alors, je commençais à me former dans la méditation et le yoga de 2018-2019. Et puis, le coaching 2020, formé. J'ai eu ma première certification en 2021. J'ai commencé vraiment à faire que du coaching parce que je faisais ça en parallèle avec la pharmacie. J'ai commencé à faire que du coaching la fin de l'année passée. J'ai intégré tous les outils, pas que le coaching, pas que c'est coaching, méditation, mindfulness, régulation du système nerveux et yoga. C'est comme un coaching holistique. Je ne veux pas choisir entre les outils cognitifs et les outils somatiques. Je pense qu'on est un esprit et un corps. On est une énergie, mais on est dans un corps. Et donc, ces outils-là, je les mélange et je crée mon programme signature pour accompagner les femmes très brillantes, très intelligentes, curieuses, mais qui ont du mal à concrétiser leurs projets parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des croyances limitantes qui disent blocage, c'est les deux, c'est l'émotion et la pensée. Et donc, j'ai créé ce programme signature de coaching, mais pas juste cognitif et mental, pas juste la pensée, mais aussi l'émotionnel, l'énergétique. Ton coaching que tu as suivi en formation, Hmm? c'est à quoi qui ressemble, mettons, là, ton parcours? Est-ce que c'est un coaching PNL que tu as suivi? C'est sur combien de temps aussi que tu l'as suivi aussi? Bien sûr. Alors, dans le coaching que j'ai fait aux États-Unis, c'est une école qui s'appelle c'est ça, Health Coach Institute. Elle est tenue par deux femmes, Carrie and Stacy. C'est deux femmes coachs qui ont créé cette école et j'ai suivi avec elles deux certifications. La première certification a duré 6 mois, dans laquelle on se fait coacher. Donc, on nous coach sur nos limitations et on apprend à coacher. Donc, les deux. La première certification a duré 6 mois et la deuxième certification a duré 9 mois. Je suis restée avec la même école parce que j'ai aimé l'approche. Alors, l'approche, elle est holistique. Il y a la PNL, la programmation neurolinguistique. Il y a aussi le timeline. Donc, on va aller chercher les événements. On va aller travailler la déprogrammation du subconscient. Donc, oui, c'est très cognitif, le coaching que j'ai fait.
mais qui est imprégné d'outils qui vont aller travailler avec le subconscient et le subconscient, c'est le corps. Donc, le coaching en tant que tel, c'est cognitif, mais mes outils que j'ai faits à côté du coaching, yoga, mindfulness et régulation du système nerveux, c'est somatique. Donc, la deuxième formation, je l'ai faite en 2022 et ça a duré 9 mois. OK. Et toi, en étant coach, Mhm. est-ce que est-ce que c'est comme l'hypnose? Parce que là, tu me dis que tu vas un petit peu dans le subconscient et tout ça. Est-ce que Mhm, ça mhm. ressemble un petit peu à l'hypnose? Mais le coaching en tant que tel, ce n'est pas de l'hypnose. L'hypnose est un outil qu'on peut utiliser. Mais le but du coaching, c'est pas d'hypnotiser nos clients. Ils vont avoir leur propre libre arbitre. C'est les aider, c'est leur poser des questions tellement puissantes que ça va les faire réfléchir. Nous, ce qu'on veut, on veut qu'ils soient autonomes, les clients. Donc, on veut leur donner déjà des outils parce que maintenant, on est dans une ère où on veut plus juste de l'information. On veut des outils, on veut comprendre comment et pourquoi et on veut des outils. Donc, non seulement on donne des outils, mais on les aide à débroussailler tous ces programmes qui ne servent à rien. Et c'est en OK. posant des questions puissantes et en étant présent. Hold self safe space. Écoute active. Là, tu viens avec une problématique et je vais t'écouter. Parfois, juste le fait de t'écouter et de t'accepter dans ton statu quo, ça calme ton système nerveux. C'est une sorte de co-régulation. Et lorsqu'on est calme, on est réfléchi. Lorsqu'on est détendu, on est en sécurité, même notre intuition, elle va popper, on va être plus réceptif. Et en fait, c'est très simple. Si tu veux que je t'explique ça physiologiquement, lorsqu'on est en mode sécurité, on appelle ça la co-régulation. Lorsque moi, je suis là comme accompagnatrice, I hold space for you, c'est-à-dire je suis présente à toi. Tu t'apaises, ton système nerveux s'apaise. Lorsque le système nerveux s'apaise, on n'est plus en survie, on est en sécurité dans notre corps. Ce qui se passe, c'est qu'on a assez d'énergie pour utiliser notre cortex préfrontal, la partie la plus évoluée de notre cerveau, qui est responsable de la créativité, de la résolution des problèmes et de l'ingéniosité, resourcefulness. Donc, des fois, juste le fait que quelqu'un t'écoute et t'offre cette énergie, tu t'apaises et tu commences à voir la situation, ta perception de la réalité, elle change. Et donc, tu vas avoir des idées, une nouvelle façon de voir les choses. Donc, ça, c'est une partie de coaching. Après, il y a aussi le coaching où je te pose des questions. Et quand je te pose des questions et que je te pousse à la réflexion, beaucoup de choses vont s'éclaircir, se clarifier. C'est tellement puissant le coaching, on devrait tous avoir un coach. J'y crois vraiment. Est-ce que tu peux m'expliquer la régulation du système nerveux? Qu'est-ce qu'il y en Mhm. a? Moi, tu m'en parles et je m'y connais pas tant. Fait que juste mettre peut-être des mots pas moins compliqués, mais un peu mieux pour qu'on sache Oui. un petit peu c'est quoi en fait là. Bien sûr, je vais vulgariser pour que ça soit accessible à tout le monde. Premièrement, euh, alors, la pleine conscience, c'est quoi? Pleine conscience, c'est être présent à soi, mais c'est pas juste avec ses pensées, c'est avec son corps. Être capable de connecter avec ses sensations corporelles. Donc ça, c'est la pleine conscience. On connaît, on pense que c'est de la spiritualité. C'est juste, au fait, une façon d'être. Si on veut enlever le côté spirituel, parce qu'il y a des gens qui, quand tu dis le mot spiritualité, ça vient un petit peu les trigger, les activer émotionnellement. La régulation du système nerveux, c'est de la pleine conscience expliquée scientifiquement. Ça veut dire quoi? Notre corps, notre physiologie. Dans notre corps, on a le système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière. Ouais. Puis on a le système nerveux autonome, automatique, qui sont tous les nerfs qui partent du système nerveux central vers tous les organes et tous les nerfs qui partent des organes vers le système nerveux, comme une loupe. OK? Ça, c'est le système nerveux autonome. Il s'occupe des fonctions automatiques. Ton cœur, il bat pas parce que tu lui dis de battre. C'est une force inconnue. Bah, la physiologie va te dire c'est naturel. Les spirituels et les religieux vont te dire c'est le divin. Donc, finalement, tout se rejoint. Parce que moi, je suis les deux. Je crois en la physiologie et je crois en la spiritualité. J'ai pas envie de choisir. J'ai fait la paix entre le côté scientifique et le côté spirituel. Donc, j'explique toujours avec les deux termes. Donc, il y a des gens qui vont plus me comprendre quand je parle de spiritualité. On dira, ah, d'accord. Mais les gens qui sont plus cartésiens, scientifiques, je les comprends aussi parce que j'ai les deux côtés. J'ai pas envie de choisir. Donc, scientifiquement, le système nerveux autonome s'occupe des fonctions automatiques, notamment les battements cardiaques,
la respiration, mais la respiration, elle peut aussi se faire de façon consciente. C'est pour ça que c'est un excellent outil. On a la digestion, les fonctions sexuelles, le fonctionnement des hormones, tout ce que toi, tu ne t'as pas besoin de penser, tu te réveilles le matin et tu dors et ça se fait naturellement. Tu vois la puissance de notre corps? Ça, c'est le système nerveux autonome qui s'en occupe. Mais il ne fait pas que ça, le système nerveux autonome. Il est aussi responsable de la détection des menaces dans notre environnement, de la survie, via ce qu'on appelle la neuroception. C'est-à-dire avant même que ton esprit conscient puisse déterminer le danger, ton corps va réagir parce que, heureusement, on a besoin de ça, de notre cerveau reptilien pour nous maintenir dans la survie. Donc, ce n'est pas forcément mauvais de répondre au stress. Quand il y a un danger, s'il y a un chien, je donne toujours cet exemple qui poursuit, c'est pas le moment de dire moi je suis spirituel, je vais. Non, c'est le moment de sauver ma peau. Je vais combattre, fuir ou m'immobiliser. Trois réponses de survie. Maintenant, le problème qui se pose avec le système nerveux, c'est que des fois, la menace n'est pas réelle. Elle est imaginaire. Mon boss, mon ex toxique, mon arrière machin, les dettes, les machins. Toi, là, en ce moment, tout va bien. Tu as un toit sur ta tête, tu respires, tu vas bien. Mais ton corps perçoit le danger. Que ce soit dans ton environnement extérieur, boss, ex toxique, machin, que ce soit dans ton environnement intérieur, tes pensées. Donc, tu es tout le temps en réaction lorsque ton système nerveux n'est pas régulé. Donc, la menace n'est pas forcément réelle. Tu la perçois comme danger, mais une autre personne, elle est assise à côté de toi, elle est bien, mais toi, tu n'es pas bien. Donc, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Parce que, ok, pourquoi deux personnes qui vivent la même situation vont réagir de manière différente? À cause de leur système nerveux. Et pourquoi le système nerveux n'est pas régulé? À cause de nos expériences passées, nos mémoires, nos traumas, etc. Toutes les expériences non complétées, donc ça reste comme un souvenir qui est là, qui va être complété tout le temps et on va percevoir la réalité à travers de ce filtre, à travers le filtre de nos expériences passées. Surtout si déjà mon système nerveux est dérégulé à la base parce que j'ai vécu un événement qui a fait que je sois bloquée dans un état de survie. Et donc, je vais tout le temps vivre comme ça. D'autant plus, regarde où ça se complique. Quand on a un système nerveux dérégulé, lorsqu'on est bloqué dans la survie, notre fenêtre de tolérance au stress, elle est rétrécie. C'est-à-dire que si je prends deux personnes qui n'ont pas le même passé, je leur donne une tâche, un défi, par exemple au travail, quelqu'un va complètement capoter, comme on dit en bon québécois, péter les plombs, et l'autre va se dire, bah, c'est un défi, ça va, je vais y aller. Parce que la fenêtre de tolérance au stress, n'est pas pareil. Plus j'ai un système nerveux dérégulé, je vais te donner les trois états de système nerveux, plus ma fenêtre de tolérance au stress est étroite. Et beaucoup de personnes vivent en dehors de leur fenêtre de tolérance. Ils font de la suradaptation et puis un jour, ils font quoi? Un burn-out. Plus d'énergie. Et là, quand tu dis que, mettons, la personne est plus bloquée, ça serait par ses traumas antérieurs. Est-ce que ça peut être aussi par rapport à sa personnalité? Ah, c'est une question très, très intéressante. Je te remercie. Si je te disais, et là, vraiment, à toi et à tous les followers qui vont nous regarder, vraiment prenez le temps d'intégrer ce que je dis ou d'être curieux. Parce que des fois, quand on n'est pas prêt, on va rejeter l'idée. Donc, soyez curieux. Notre personnalité crée notre réalité. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les mentors en développement personnel, notamment Dr. Joe Dispenza. Et qu'est-ce qui fait notre personnalité? C'est nos pensées, nos émotions et nos réactions. La personnalité, elle est créée parce que les enfants, ils naissent tous pareils et puis ils sont conditionnés à créer leur personnalité en fonction des parents, des traumas transgénérationnels, etc. Maintenant, pour comprendre la personnalité, il faut comprendre comment on est programmé et comment on est dans notre... Il faut comprendre le terme de authenticité. Si ta personnalité te permet d'être authentique, c'est plus une personnalité parce que tu es toi-même. Mais la plupart du temps, y compris moi, la plupart des gens, j'avais une personnalité pour m'adapter comme un mécanisme d'adaptation, de défense,
pour me protéger. C'est comme ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est une façon, on crée un ego pour en fait, il nous aime tellement qu'il nous protège. Il veut pas qu'on meure. Donc, ce qu'on va faire, et c'est pas moi qui le dis, c'est docteur Gabor Maté. Je vous invite à lire ses livres. Lorsqu'on est, et on va parler des 3 types de traumas. On parle même pas de pollution, de manque de sommeil, de famine, de danger, de guerre. Ça, on sait que si on n'a pas ça, on est en survie. On parle vraiment de l'aspect émotionnel, attachement émotionnel, sécurité psychologique. Lorsqu'on est, on va toujours préférer l'attachement à nos parents parce qu'on dépend d'eux que d'être authentique. Parce que parfois, quand un enfant est authentique, il crie, il exprime sa colère, ça vient faire chier, pardon, les parents. Ça vient activer leurs émotions, surtout s'ils n'ont pas fait un travail sur eux. Ça, c'est tout le monde est concerné parce que nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Donc, ce qu'on va faire, si on va être réprimandé parce qu'on a exprimé une colère, on a exprimé une émotion, ou parce que nos parents étaient fatigués, nous les enfants, ce qu'on va comprendre, on prend ça personnellement, parce que notre corps, notre cerveau n'est pas encore formé. On est dans ce qu'on appelle la période narcisse. C'est normal. Donc, on va le prendre personnellement. Et donc, on va se dire, oh, à chaque fois que j'exprime une colère, mes parents me rejettent, ça doit être dangereux. Je vais alors former une personnalité. Je peux devenir un people pleaser, je peux devenir quelqu'un qui performe pour gagner. Moi, je performais pour gagner l'amour de mon père. Se forme une personnalité qui n'est pas forcément authentique. C'est pour assurer mon attachement aux parents. Tu vois, quand c'est touchy, c'est comme sournois. Et donc, finalement, c'est quoi une personnalité? Si c'est une personnalité qui m'empêche d'être vraiment qui je suis, avec mes forces, mes faiblesses, mes émotions, ma capacité d'être vulnérable, comme dirait docteur René Brown, ça, c'est cool, garde-la parce que tu es vivant, tu n'es pas en survie. On garde mais si cette personnalité n'est juste une somme de coping mécanismes de défense qui me fait croire que je dois faire plaisir, performer, manipuler, contrôler, bully, persécuter pour que je puisse enfin être en sécurité, mais c'est plus une personnalité, c'est un masque, c'est un ego. Si on veut aller encore plus en profondeur, si tu permets, on peut avoir plusieurs types de personnalités en fonction de l'état de notre système nerveux et de notre énergie. Parce qu'on peut aussi ne pas être centré. On peut se comporter avec quelqu'un d'une manière et puis avec une autre personne d'une autre manière. C'est vrai ou pas? Alors, Totalement. totalement. Ce qui arrive, c'est quand on est... Prenons les 4 réponses de survie, parce qu'il y a une quatrième qui est plus sournoise. On va commencer par combat, fuite. Combat, fuite, c'est la réponse du système sympathique. J'ai d'énergie, donc je vais combattre ou fuir. Puis on a le parasympathique. Si la menace est très grande et que j'ai pas pu combattre ou fuir, je vais m'immobiliser, comme la souris qui fait la morte devant le chat. Ça, c'est le functional freeze. Et la plupart des gens sont dans functional freeze. La plupart Ah des gens sont oui. functional freeze, surtout ceux qui font beaucoup de dépression, les burn-out, et ceux qui ne s'expriment pas, qui ont des difficultés à dire non. Puis on a une quatrième réponse. Si combattre et fuir n'a pas été possible et l'immobilisation n'a pas été suffisante, je vais passer mon temps à faire plaisir, à apaiser pour enfin être accepté. Et ça, c'est les gens qui n'ont pas, qui est codépendant, qui n'arrivent pas à poser des limites, qui font passer les besoins des autres avant les leurs, qui ont beaucoup de problèmes, qui n'arrivent pas à sentir de la colère, qui ont des maladies chroniques, auto-immunes. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les études. Moi aussi, quand je l'ai constaté, ça m'a un peu transcendée et j'adore en parler parce que je grossis le trait. Ça fait des fois, ça va un petit peu activer les gens, mais c'est bien de savoir, est-ce que moi, ça m'arrive d'être dans ces états-là? Ça ne veut pas dire que je suis tout le temps dans ces états-là, mais il va y avoir des gens qui vont activer en moi certaines réponses, notamment les gens qui sont coincés dans le combat, qui manipulent, qui contrôlent, qui persécutent, ce qu'on appelle les narcissiques, les pervers narcissiques. J'aime pas ce terme, il a été galvaudé. Ceux-là vont se comporter pas de la même manière avec quelqu'un de centré, quelqu'un qui a confiance en lui, mais ils vont plus persécuter les gens qui sont impuissants, qui sont dans functional freeze, parce qu'ils sont en mode victime. Donc, c'est une dynamique relationnelle qui peut s'installer entre la personne qui est dans le combat. D'ailleurs, c'est prisé par la société. On aime les gens survivants parce qu'ils ont plus d'énergie, les hommes politiques, les guerres, etc. Mais on n'aime pas trop les victimes parce que c'est des victimes.
Donc, il y a une dynamique qui s'installe. Les victimes vont attirer les gens. Ça, c'est un exemple. Ah, on peut prendre un autre exemple, les gens qui sont anxieux. Ils ont un peu plus d'énergie. Il y a de l'énergie, il y a une activation, le cœur s'emballe, le mental s'emballe, mais c'est chaotique, c'est de l'agitation, de l'impulsivité. Eux, soit ils vont fuir, ne pas confronter, ou ils vont passer leur temps à sauver les autres parce qu'ils ne veulent pas travailler sur eux-mêmes. Donc, ils vont attirer des victimes aussi. Ça, c'est les professionnels de la santé. Ils veulent sauver, pas tous, hein. Encore une fois, je grossis le trait, c'est un peu caricatural, mais c'est pour donner juste, pour les pousser à réfléchir, en fait. Moi, j'avais les différents états. Des fois, j'étais très peu dans le narcissisme parce que ça demande beaucoup d'énergie. Donc, moi, je basculais. Des fois, quand j'avais plus d'énergie, quand j'étais très confiante, je pouvais être un petit peu hautaine. Des fois, très anxieuse au Canada parce que j'avais pas trop d'énergie. Donc, je passais mon temps à sauver mes patients. J'étais des fois aussi dans le functional freeze. J'avais peur de mes boss au lieu de demander pas une augmentation. Et puis, je me victimisais. Ah, c'est tous les mêmes. Alors que moi, j'étais pas capable de prendre soin de moi. J'étais dans le people pleaser quand je rencontrais des narcissiques parce que j'avais peur. C'est inconscient, hein. Je me réveille pas le matin et je me dis aujourd'hui, je vais porter le chapeau. C'est inconscient. Et plus j'ai apporté de la présence et de l'auto-compassion, de m'accepter avec mes forces et mes faiblesses, je me centre. Maintenant, même si je rencontre un narcissique, je peux rester dans mon corps, je ne vais pas avoir peur. Même si je rencontre quelqu'un de plus faible que moi, je n'ai pas à le sauver. Je, je- je reste centrée. Pour rester centré, il faut être en sécurité dans son corps. C'est est-ce que si quelqu'un se sent un petit peu plus sauveur ou un peu plus dans le contrôle, est-ce qu'on vient te voir puis c'est là que ça vient comme défaire ces liens-là avec les traumas? Aujourd'hui, parce que j'ai travaillé sur moi et je me suis centrée, je travaille qu'avec des gens qui veulent changer. On ne peut pas forcer les gens à changer. On ne peut pas. Ça va juste confirmer leur état de victime, en fait. Donc, les gens qui viennent vers moi, j'attire beaucoup des gens comme moi. Mon profil, c'est normal, c'est énergétique. Donc, beaucoup de compétitions intellectuelles, brillantes, qui veulent aller mieux, qui veulent créer quelque chose. Donc, des femmes qui ont un grand potentiel, parfois un petit peu neuroatypique, pas forcément, pas que. Donc, j'attire des femmes qui veulent vraiment soit créer quelque chose de nouveau, soit avoir de meilleures relations, soit juste transcender le passé. Des femmes qu'elles savent, elles ont compris. Donc, il y a quand même un chemin qu'elles ont fait et je les coach. Ça, c'est les femmes que j'accompagne sur 6 mois. Si je vois que ces femmes-là ont beaucoup de limitations, je les guide vers mes programmes d'accompagnement, notamment le programme Reconnexion. Je les aide à d'abord transcender un petit peu leur corps à travers des pratiques de régulation du système nerveux, parce que le coaching, ça demande de l'énergie. Mais si je vois qu'elles ne sont pas encore prêtes, je les invite d'abord à... Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fonctionnelles. Forcément, je ne travaille pas avec les personnes non fonctionnelles. Je ne suis pas psychothérapeute. Si elles sont vraiment pas fonctionnelles, je vais les orienter vers une psychothérapeute. Elles peuvent faire psychothérapeute et coaching si elles le veulent. Il faut vraiment que ça vienne d'elles. Personne ne peut convaincre qui que ce soit des étapes à faire. Il faut qu'il y ait cette volonté. Donc, soit je les guide dans des coachings, ou dans des programmes d'accompagnement, notamment mon programme Reconnexion, qui est fait en sorte d'aider la femme à réguler son système nerveux avec des outils tellement simples qui ne retraumatisent pas. Des outils de reconnexion au corps. Que tes rencontres que tu fais, ton coaching que tu fais, comment que ça fonctionne? Est-ce que tu le fais en virtuel? Est-ce que tu le fais en présentiel? Majoritairement virtuel, mes accompagnements de coaching se font en ligne. Ce que je fais là en ce moment et ce que je fais au Québec, ce que j'ai fait et ce que vais refaire en rentrant, je fais beaucoup d'ateliers au fait. Je faisais des ateliers 2 fois par mois dans lesquels on fait des pratiques somatiques, du yoga, du coaching. Mais habituellement, comment ça fonctionne avec moi, c'est des accompagnements en ligne ou des ateliers ou des cours de yoga. Et je fais aussi des collaborations avec d'autres coachs. Ah, OK. En présentiel, oui. Puis quand tu dis la pratique somatique, est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu? Bien Parce que sûr. Le soma, c'est normalement le corps. La première porte vers le corps, c'est la peau. Donc, le soma, c'est notre corps. Et quand on dit pratique somatique, c'est des pratiques corporelles. La respiration est une pratique somatique.
Parce que on inspire, on expire, il y a de l'air qui rentre dans notre corps, qui change la physiologie de notre corps. Le yoga est une pratique somatique. J'ai des postures, je m'étire. Il y a un changement qui va se faire physiologiquement. Toute pratique qui nous met en contact avec notre corps, c'est une pratique somatique. Maintenant, les régulations du système nerveux, pourquoi j'adore cet outil? C'est des pratiques simple, on n'a même pas besoin de forcer parce que le yoga, on va pousser un petit peu, on va sortir un petit peu de notre zone de confort. La respiration, on va aussi la modifier. Mais ce qui est formidable avec les exercices que j'ai dans mon programme Reconnexion, c'est des exercices doux, simples. Et ça fonctionne très bien pour les personnes qui ont des traumas de développement. Parce que des traumas de développement, c'est des traumas qu'on a dans la vie intra-utérine et de la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. Moi, c'est des traumas dont on ne se rappelle pas forcément parce que notre cerveau n'était pas encore formé. Mais les autres organes, notamment l'intestin, qui est notre premier cerveau, s'en rappellent. D'ailleurs, tu vas voir que beaucoup de personnes qui ont des problèmes digestifs ont peut-être, selon les études de différents psychologues américains, je vais te donner les noms, Dr. Peter Levine, Dr. Gabor Maté, Dr. Kathy Kane, qui est spécialisée dans les traumas de développement, peuvent avoir des traumas de développement. Je vais te donner un autre exemple et là, tu vas me dire, waouh, dans les années 80, dans les années 90, les pédiatres disaient aux parents de laisser les enfants pleurer jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Et il s'est avéré que cette pratique est juste horrible parce qu'elle traumatisait les bébés. Ce qui se passe, quand un nourrisson pleure, son but, c'est pas de faire chier ses parents. C'est pas juste pour imposer son autorité, c'est un enfant. Son cerveau n'est même pas formé. C'est un enfant, c'est un nourrisson. Donc lui, quand il crie, c'est qu'il y a quelque chose. Il rentre dans un état d'hyperactivation, de survie. Donc il va pleurer, à l'aide, à l'aide, à l'aide, réchauffez-moi, donnez-moi à boire, prenez soin de moi, etc. Donc là, il s'hyperactive. Quand il y a personne qui vient le voir, il va se dire, c'est foutu, je suis tout seul. Donc, il va passer d'un état d'hyperactivation, combat ou fuite, à l'état d'hypoactivation. C'est en dessous de l'état de relaxation. C'est un état de peur. C'est comme la souris qui fait la mort. Donc, il va faire la mort. Il va rentrer dans un état d'impuissance. Et malheureusement, en Occident, c'était une pratique courante. Donc, imagine, peut-être on a tous un état, un trauma, peut-être. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est ce que disent les experts. Donc, ces traumas de développement, on ne s'en rappelle pas forcément avec notre mental. Et même si on se rappelle, la plupart du temps, on va essayer de ne pas s'en rappeler, ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. C'est pas ça le propos. Donc, ces exercices-là sont tellement doux qu'ils vont se reconnecter avec notre corps de façon douce pour venir libérer cette charge qu'on a supprimée, réprimée dans notre corps et puis la libérer. Des fois, ça peut être libéré par une sensation d'anxiété, par une sensation d'agitation. Donc, ces exercices-là sont doux parce que ça vient travailler les mémoires cellulaires. Ma première question de mon public. Ouh, super. J'ai Monique qui demande, elle aimerait ça connaître ton opinion sur Mhm. la théorie polyvagale. Oh my God, super. Oui, Puis oui, oui, oui. polyvagale, c'est juste pour expliquer, parce que moi-même je ne le savais pas, elle dit c'est le Mhm. nerf qui fait des vagues. Ouais, le nerf vague, au fait. C'est pas le nerf qui fait des vagues. J'adore le nerf vague. Au fait, le nerf vague, c'est le dixième plus grand nerf crânien qui va de l'arrière, donc vers l'arrière, ça s'appelle la partie dorsale du nerf vague, et aussi qui va d'ici, il va traverser donc le visage, les mâchoires, le cou, jusqu'à l'avant du corps. On appelle ça la partie ventrale. Donc, le nerf vague, il se compose de deux parties, la partie ventrale et la partie dorsale. Pourquoi c'est important cette théorie polyvagale qui a été développée par Dr. Stephen Porges? C'est parce elle met en exergue ce qu'on a discuté, pardon, c'est du bon français, je pense que je ne me suis pas trompée. On a parlé de système sympathique et système parasympathique. Donc, les réponses de survie, tu te rappelles, le système parasympathique dans sa branche, le système nerveux dans sa branche sympathique est responsable de la réponse au stress via la mobilisation d'énergie. Soit on va combattre, soit on va fuir. Mais
il y a aussi le système parasympathique, on en a parlé, mais ce système parasympathique se compose de deux branches. La branche ventrale, le devant du corps, qui est responsable de la réponse d'engagement social, la réponse dans laquelle on veut se retrouver, dans laquelle on se sent en sécurité, on se sent ouvert aux autres, on est curieux, on veut apprendre, on veut créer. Ça, la branche ventrale. Puis on a la branche dorsale. Mais attention, c'est pas encore fini. Regarde comme elle est excellente, cette théorie. La branche ventrale se compose de deux tons. Tone, T-O-N-E. On a high tone et low tone. Le ton bas et le ton haut. Le ton haut, high tone, c'est la réponse de survie qui est la réponse d'immobilisation. On dit il a fait un malaise vagal, il est tombé dans les vapes, puis il a fait une syncope. Ça, c'est faire le mort. On ne veut pas ça. Ça peut arriver en cas de danger réel, c'est bien, mais s'il n'y a pas il y a pas lieu, on ne veut pas ça. Mais beaucoup de personnes sont ici, je t'explique pourquoi. Puis on a le temps bas. Le temps bas, c'est là où quand on digère et quand on dort. Le corps, il se met dans sa branche, dans la branche dorsale, mais le temps bas. Donc, il digère, il récupère, il régénère. Rest and digest. Donc, nous, ce qu'on veut, on veut que la plupart du temps, lorsqu'il n'y a pas de danger, on veut se retrouver soit dans l'engagement, donc la branche ventrale. Donc, il y a quand même une activation, mais qui est pas une activation stressante. C'est une activation qui nous permet d'aller vers la rencontre de l'autre, qui est quand même tolérable. On veut rester dans notre fenêtre de tolérance. Et lorsqu'on fait rien, on dort, on digère, on veut se retrouver dans le temps bas. Ça, c'est la théorie polyvagale. Le problème qui se pose, malheureusement, la plupart des gens, comme ils ont une fenêtre de tolérance étroite, parce que peut-être ils sont soumis à un stress chronique comme moi, j'étais en pharmacie, c'est des conditions très stressantes, plus peut-être des traumas de développement, plus les traumas chocs, divorce, accident, peu importe l'événement. Donc leur fenêtre de tolérance est tellement basse que lorsqu'il y a un stress, ils vont tout le temps aller dans un état d'hyperactivation. Donc, tu vois, quand on court tout le temps la poule sans la tête, et on ne peut même pas relaxer. On rentre chez nous, on n'a même pas, on veut tout le temps, on est comme ça, agité. Ce qui se passe, regarde ce qui se passe. Comme le corps est intelligent, donc il se dit, OK, le monsieur, il est en survie, la dame, elle est en survie, je sécrète du cortisol sans activation, même s'il n'y a pas de stress. Je rentre chez moi, mais je suis comme ça. Donc, le cortisol, il pompe, il pompe. Et lorsque j'ai envie de dormir, c'est pas possible, les insomnies. Et lorsque je suis complètement drainée, fatiguée, je crois que je suis en train de dormir, mais je suis pas en train de dormir. Je suis dans le high tone. Donc, je vais basculer comme un ascenseur qui tombe, bam, vers le bas tone. Et là, le matin, on se réveille, mais comme si on n'a pas dormi. On se réveille, on ne veut même pas sortir du lit, au fait. On est complètement assommé. Là, on passe d'un état d'hyperactivation à un état d'hypoactivation, donc on est dans le high tone. Et non, on ne veut pas faire ça. On veut faire en sorte de sortir de ces états de survie. Et ça avec la régulation du système nerveux. Oui, l'activation du nerf vague. Il y en a des exercices dans mon programme Reconnexion et même dans Yo-Yoga et tout. C'est cool, mais c'est pas suffisant parce que tu peux activer ton nerf vague. S'il y a une émotion inconfortable, si tu n'arrives pas à t'asseoir avec elle, eh ben, en fait, tu vas refaire la même chose, tu vas la fuir et tu vas passer tout le temps. Nous, ce qu'on veut, on ne veut pas juste activer le nerf vague. On veure revenir à cet état d'homéostasie, c'est vrai, mais on veut rester avec l'émotion. On veut développer cette capacité de se dire, je suis fâchée. Je ressens un inconfort dans mon corps. Je ne vais pas aller manger un morceau de chocolat. Je reste avec l'émotion. Mais ça demande de la pratique et de la répétition. Et quand tu es capable de faire ça, même si ton boss, il est méchant avec toi, tu vas le regarder avec compassion. Tu vas te dire, mais le pauvre, il est en survie. Et là, tu vas décider de l'action. Tu vas pas te laisser marcher sur les pieds. Tu vas soit avoir une communication avec lui ou quitter ton... Tu vas devenir autonome et super powerful quand tu es centré. Tu n'as plus peur. Écoute, une autre question, cette fois-ci Oui, d'Aurélie. Aurélie. Que penses-tu de l'origine de la procrastination, dissonance cognitive, perturbateur endocrinien sur le système nerveux?
Oh my God, très belle question. J'ai un programme gratuit pour la procrastination. Elle peut aller se procurer. Il y a toutes les réponses, mais je vais répondre. La procrastination, la plupart du temps, lorsqu'elle est passive, parce qu'il y a différentes formes de procrastination, on croit que c'est juste le fait de ne rien faire, mais ça peut être le fait de faire les mêmes actions infructueuses, ce qu'on appelle l'acharnement. Ça peut être le fait de s'occuper à faire des choses bien. Moi, c'était dans le temps, c'était faire mon yoga et méditation pour ne pas passer à l'action. C'est une forme active de procrastination. Procrastination, c'est un état dérégulé du système nerveux. La plupart du temps, c'est le functional freeze. J'ai pas de l'énergie et j'ai pas la disponibilité émotionnelle de faire certaines actions parce que j'ai peur des conséquences, tout simplement. Donc, perturbateur endocrinien, c'est un élément chimique perturbateur qui va plonger mon corps dans un état d'inflammation. Et donc, c'est un état de survie. Donc, je ne veux pas avoir l'énergie pour vivre ma vie comme je l'entends parce que mon véhicule est malade. Donc, c'est un élément qui déclenche. Moi, je ne vais jamais te dire juste la régulation du système nerveux et ta vie va se transformer. Non, c'est holistique. Tu dors bien, tu manges bien, tu fais de l'exercice physique, tu as un bon environnement social, puis tu ajoutes la régulation. C'est holistique. Moi, j'aime pas le bypassing spirituel, juste médite et ça va. Non, non, non. C'est tu prends soin de la base. Donc, perturbateur endocrinien, il faut faire attention. Certainement, le plastique, les OGM, les pesticides. Maintenant, il y a ceux qui vont tomber dans l'autre extrême, qui vont faire que ça, mais qui vont pas régler leurs émotions. Donc, faut avoir du discernement. Oui, je vais faire en sorte de respecter mon corps, de lui donner des bons aliments, de faire attention à ce que je mange. Mais il n'y a pas que ça, parce que des fois, je peux manger un repas qui est copieux, mais le fait d'être bien dans mon environnement avec des amis, je vais sécréter de l'ocytocine et l'ocytocine a un super pouvoir anti-inflammatoire. Tu vois, c'est holistique. Ça demande du discernement. Encore Aurélie, qui a une autre question. Tu y as peut-être répondu un petit peu tantôt, mais comment t'es venue l'idée de faire ce métier-là? Je me suis laissée porter par la vie, que ce soit dans des moments douloureux ou dans des moments de joie. Il y avait beaucoup l'intuition. À chaque fois, mes certifications, c'était intuitif. Bien sûr, par la suite, une structure, mais c'est la vie. Vraiment, je suis tellement... Honnêtement, je dis à tout le monde que j'ai trouvé ma passion. Mais je ne me suis pas mise la pression pour la trouver. Elle est venue à moi, en fait. Autre question de Aurélie, encore une fois. Super. Quel est le pourcentage moyen de femmes qui ont cette problématique et pourquoi tu as choisi les femmes? Bonne question. Je pense que on est toute femme, tout être humain peut traverser des défis, vivre des défis. Est-ce qu'il y a un pourcentage? Malheureusement, je pense, hein, je ne travaille pas pour l'Institut des statistiques, mais je pense malheureusement qu'il y a beaucoup plus de personnes en survie que personnes régulées. On le voit avec les maladies chroniques, avec les problèmes de fertilité, avec les dépressions, les maladies mentales, notamment depuis la pandémie. Donc oui, mais pas toutes sont prêtes à changer et pas toutes le savent. Parce qu'on ne peut pas régler un problème si on l'ignore. Est-ce que on veut réellement changer? Qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche à un problème? Qu'est-ce que je gagne à être tout le temps dans la survie? Donc il y a quelque chose. Et le cadeau caché de rester en survie, peut-être attirer l'attention, peut-être ne pas prendre ses responsabilités. Donc oui, beaucoup sont en mode survie. Ça ne veut pas dire que tout le monde, mais beaucoup l'ignorent. Et pourquoi les femmes? Parce que je les comprends. Je comprends leur physiologie, je comprends leur nature cyclique et j'ai vraiment envie qu'elles reprennent leur pouvoir, pas en devenant l'ennemi de l'homme, parce que je suis contre l'extrémisme, le féminisme extrême, et pas non plus en devenant des hommes. Je veux qu'elles soient elles-mêmes ce qu'elles veulent être, douces, magnétiques, bienveillantes, fortes, puissantes. Je veux qu'elles embrassent toute leur part de femme et qu'elles sachent vraiment physiologiquement, viscéralement, qu'elles peuvent transcender leur passé et créer une vie à la mesure de leur aspiration, mais même pas ça. Mais la femme, elle porte l'ADN de la... C'est la femme qui choisit normalement, selon l'évolution. On rentre dans les études de l'évolution. C'est la femme qui porte l'ADN. C'est elle qui choisit l'homme qui va lui donner Donc, quand elle est en pouvoir, elle va plus subir. Quand la femme est consciente, elle transmet ça à sa progéniture. C'est elle qui choisit. C'est elle.
On a oublié ce pouvoir. Et même si elle n'a pas envie d'avoir des enfants, on est libre. Je n'ai pas d'enfants. Mais je veux transmettre cet exemple que toute femme est capable de créer, elle est capable de co-créer avec l'univers et sans être en survie, sans s'acharner contre l'homme ou contre la société, intelligemment en fait, en homéostasie, en harmonie avec les êtres humains, les êtres vivants. C'est ça. Et je comprends les femmes. Moi, Qu'est-ce qui fait là que je pourrais venir te voir une pour... femme qui se sent coincée, par exemple, elle a fait beaucoup d'efforts et elle voit qu'il n'y a pas de résultat. Ça, une femme peut venir me voir, il y a un blocage, peut-être une émotion bloquée. Une femme qui a peut-être des soucis d'anxiété, toujours à être très coupée de son corps, elle est trop dans son mental. Une femme qui veut créer quelque chose de nouveau, mais qui ne sait pas comment faire, comment s'outiller. Une femme qui veut avoir plus d'énergie, une femme qui veut avoir une disponibilité émotionnelle, mieux gérer ses émotions. Toute une femme qui veut plus le statu quo. Elle est prête, elle sait que elle veut une nouvelle vie, mais il y a des blocages, elle ne sait pas où aller, mais il y a quand même un travail de conscience. Il y a une volonté d'aller et ça bloque. Soit elle s'acharne à faire les mêmes actions, donc il y a quand même une énergie, mais qui est un peu chaotique. Soit elle a abandonné, mais il y a toujours un désir à l'intérieur d'elle, ou tout simplement elle procrastine. Donc une femme qui est en survie au fait. Donc, et qui veut vraiment être outillée avec des outils de connexion au corps et du coaching aussi. Les deux. Esprit, une femme qui... On veut une connexion corps-esprit pour faire des actions alignées, tout simplement. Tu sais, tu me dis que tu as plusieurs programmes, tu as plusieurs... si on vient de voir, c'est à peu près sur combien de temps est-ce que c'est... Tu sais, je viens de voir, c'est-tu ponctuel? Là, tu me disais aussi que tu avais comme certains programmes sur ton site Internet. Comment Mhm. que ça fonctionne? C'est sur 10 semaines, puis après, ben, tu sais, comme tu disais, je pense que c'est pas guéri tout d'un coup, puis voici, voilà. Mais les outils que tu peux donner, c'est sur combien de temps Mhm. là, que ça peut durer, en fait, là? Oui. Alors, pour le programme privé, NA1, accompagnement NA1, Coaching 101, c'est 6 mois. Je donne un minimum de 6 mois pour revoir les habitudes de vie, la façon de voir les choses, les perceptions. À la fin, c'est une nouvelle personne, nouvelles habitudes de vie, nouveaux outils et une évolution. C'est certain. Après 6 mois, je garantis tu vas être une nouvelle version parce que tu auras répété de nouvelles choses, la neuroplasticité. Donc, je donne un minimum de 6 mois. La personne, si elle veut continuer, elle veut. Je ne veux pas qu'elle soit dépendante de moi, c'est certain. Elle va repartir outillée, mais c'est un minimum de 6 mois. Ça, c'est l'accompagnement un à un. Sinon, pour les personnes qui ne sont pas prêtes pour le coaching, mais qui veulent travailler leurs émotions bloquées, leur mémoire, il y a le programme Reconnexion qui est accessible à vie. Il y a plusieurs bonus dans le programme. Et il y a du matériel gratuit. J'ai plein de PDF, j'ai une méditation, j'ai un programme pour la procrastination gratuit. Contre la procrastination, j'ai un programme contre l'anxiété gratuit sur mon site internet. Donc, il y a plein de matériel gratuit pour les personnes qui veulent peut-être apprendre à me connaître. Puis en fait, tu as un podcast aussi qui s'en vient, là. Pour l'instant, ça va être juste moi. Je vais partager toutes mes connaissances. Je vais parler à mon public. On va parler de survie, on va parler de théorie polyvagale, on va parler de bypassing spirituel. Donc, ça va être ça. Et puis ensuite, je vais inviter des personnes avec qui ça colle pour parler de ça, de développement personnel, de déconditionnement, de coaching, de yoga. On va parler de sujets qui vont aider les femmes à être outillées pour incarner leur plein potentiel. Puis toi, ancienne pharmacienne, écoute, t'étais dans la médication, t'étais dans le marketing de médication, et là, il y a des rumeurs là-dessus Ouais. sur la médication. Ben, tu sais, c'est des placebos sur certains. Or, est-ce qu'il y en a vraiment que c'est des placebos? Les études pharmaceutiques pour créer un médicament, c'est qu'on va faire, on va prendre deux groupes de personnes. Un groupe, on va lui donner une pilule de sucre, rien, un placebo, et un autre groupe, on va lui donner une pilule expérimentale pour voir les résultats et puis pour comparer, est-ce que ça vaut la peine de commercialiser le produit. Donc, je ne pense pas que ça soit que du feu. Il y a un produit chimique à l'intérieur. Maintenant, est-ce qu'une pilule placebo peut donner des résultats? Oui, on l'a vu dans les expériences, on va prendre un groupe A et un groupe B, même si ce n'est pas peut-être significatif selon les normes, mais il y a quand même des personnes qui ont pris rien et qui ont guéri.
Selon les études, je ne fais que répéter ce qui a été fait. Donc non, je ne pense pas qu'il y a rien dans les produits chimiques. Il y a des produits chimiques. Il y a une molécule que tu vas ingérer qui va aller chercher tous les récepteurs. Elle ne va pas juste aller vers le récepteur qu'on veut travailler, d'où les effets secondaires. À la base, les effets secondaires, ce n'est pas des effets secondaires, c'est que le médicament va se concentrer là où on veut qu'il aille se concentrer à travers les excipients, mais il va aussi aller vers d'autres récepteurs où il n'est pas censé aller, d'où les effets secondaires. Donc oui, il y a une molécule chimique, c'est clair. Oui, il y a eu des études qui vont se faire contre un groupe témoin, ce qu'on appelle les études randomisées en double aveugle, c'est quand le médecin et le patient ne savent pas ce qu'ils prennent. Non, non, il y a des molécules chimiques. Je pense pas que ça soit. C'est ça, au fait, ce qui arrive, c'est que des fois, on peut tomber dans un extrême. Donc, j'aime pas les médicaments, c'est tous une arnaque, c'est la faute de l'industrie pharmaceutique. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Et puis, on peut tomber dans l'autre extrême. Il n'y a que les médicaments. Faut pas aller voir un ostéopathe, c'est de l'arnaque. Non, il faut avoir du discernement. Moi, aujourd'hui, quand j'ai très mal parfois à la tête, je vais prendre un ibuprofène. Je ne prends pas de médicaments, mais si mon corps, le pauvre, il souffre, je ne vais pas le laisser souffrir parce que je suis contre. Non, il faut faire preuve faire preuve de discernement. Malheureusement, beaucoup de maladies chroniques peuvent être guéries si on change nos habitudes de vie et notre façon de nous comporter dans notre environnement. Maintenant, est-ce que tout le monde est prêt à faire ça? Non. L'industrie pharmaceutique n'est pas venue me dire, regarde pas les autres méthodes. J'ai ouvert ma curiosité et je suis allée me renseigner. Est-ce qu'il y a un lobby? Oui, il y a un lobby. On ne va pas se mentir. Il y a un petit lobby. Mais moi, je refuse d'être une victime. Oui, il y a un lobby, on va faire de la publicité pour les médicaments, on va faire croire aux gens que c'est les médicaments, mais c'est ton état de conscience qui te maintient. Pourquoi moi, ben, peut-être pas moi, une autre personne qui n'est pas pharmacienne a pu changer ses habitudes de vie et guérir? Parce que son état de conscience a changé. Elle a fait des efforts, elle était prête à changer. Mais toi, si tu veux pas, peu importe les raisons, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu trouves que tu n'as pas le temps, parce que peut-être c'est pas ton cheminement de vie, peu importe, prends ta pilule. Mais ne te plains pas. Ne va pas dire que c'est l'industrie pharmaceutique qui fait de l'argent sur ton dos. Tu comprends? Je peux Totalement. facilement tomber dans le truc de victime. Oui, l'industrie pharmaceutique, c'est de la merde. Je pensais certaines, des fois. Je me dis, oh, mais ils ont beaucoup de monopole, on est programmé à vendre des médicaments. Oui, tu fais quoi de ça? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton pouvoir? Parce que c'est facile de mettre tout sur l'industrie pharmaceutique. Et je refuse de tomber dans cet extrême. Tu as toujours le choix. C'est dur parce qu'il faut changer tes habitudes de vie, ta façon de penser, mais c'est ta décision. Mais nous, ce qu'on veut, on veut qu'il y ait une ouverture, on veut que les institutions gouvernementales officielles, qu'elles soient un peu plus loose, qu'elles laissent les gens décider des alternatives sans pour autant traiter les autres formes de traitement comme du charlatanisme, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Il y a des méthodes qui fonctionnent. Puis, est-ce que, justement, les personnes qui peuvent venir te voir, là, je parle de professionnellement, mais est-ce que ça peut être aussi personnellement, tu sais, dans toutes les Oui, sphères de notre vie aussi que tu peux aider, en fait, là? j'adore cette question parce que how we do one thing is how we do everything. Les gens viennent pour le travail puis ils se rendent compte qu'ils ont les mêmes patterns en personnel. Oui, ils viennent en personnel puis ils se rendent compte qu'ils ont les mêmes patterns en travail. Donc, oui, absolument. Que ce soit personnel ou professionnel, à partir du moment où on met le doigt sur ce qui cloche, la pensée et la charge émotionnelle qui va avec, c'est facile de travailler après, par la suite. As-tu des Oui. anecdotes, des histoires à raconter, à partager? Ah oui, 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 j'ai un énorme conseil pour les coachs. S'il y a des coachs qui m'écoutent, l'erreur que tout le monde fait, pas que les coachs, quand on commence l'entrepreneuriat, c'est qu'on va se concentrer sur les tâches qui ne donnent pas de résultats. Ce qu'on va faire, on va faire un site web, on va prendre des photos, on va se concentrer sur le visuel, on va se concentrer sur le superficiel, alors que ce qu'on veut faire, c'est d'aller rencontrer des gens, leur dire qu'on est coach et leur dire qu'on est capable de les aider. Ça, c'est tout le monde fait cette erreur. On va continuer à poster sur Instagram et attendre que les clients tombent du ciel. Non, les gens ne savent pas que tu existes. Va les voir. Ça, je le dis à tous les coachs. Fais pas cette bêtise. Si tu veux, coach, artiste, peu importe, va voir du monde, ils vont pas te manger. Et ma dernière question que j'ai pour Oui. toi, tes réseaux sociaux.
t'en as parlé un petit peu au fur et à mesure. Est-ce que tu voudrais partager sur quels réseaux sociaux? Tu as un site web aussi, comment il s'appelle? Alors, je suis présente sur Instagram, Tess lui dire. Je suis très active sur Instagram et on peut m'écrire. Je suis présente sur LinkedIn, Tess a dit lui dire, mon nom complet avec mon prénom. On peut même mettre Tess lui dire, je vais apparaître. Mon site internet, c'est Une vie consciente avec Tess. Il y a tous mes programmes, le matériel gratuit. Et je suis aussi Facebook, mais Facebook, c'est comme Instagram, c'est la même chose. Donc, je suis présente sur les réseaux sociaux et bientôt le podcast qui s'appelle Ça s'arrête avec toi. En as-tu appris sur la régulation du système nerveux? Puis sur aussi le métier de coach. Et est-ce que le métier de coach, ça fait quand même 3 vidéos que je fais. Est-ce que tu trouves qu'il y a des ressemblances pas mal entre coach? Ou bien tu trouves que c'est vraiment différent d'un coach à l'autre qui ont vraiment chacun leur spécification? Eh bien, dis-le-moi en commentaire si tu trouves que c'est semblable ou tu trouves que c'est bien différent. J'ai bien hâte de savoir ce que tu en penses. Et nous, on se revoit pour la prochaine vidéo. Je te donne un petit indice. C'est une femme que j'interviewe, mais elle est dans un métier d'homme majoritairement. Je te laisse deviner. À la prochaine vidéo. Bye bye!